guerre appelée à embraser l'Europe n'a encore meurtri que les régions orientales de l'Empire, et beaucoup la pensent achevée. Elle a débuté 2 ans plus tôt avec la révolte des seigneurs protestants de Bohême. Elle s'est aggravée lorsque les princes luthériens et calvinistes de l'Union évangélique s'armèrent contre l'empereur. Et elle paraît avoir trouvé sa conclusion à la bataille de la Montagne Blanche où, non loin de Prague le 8 novembre 1620, les troupes impériales l'ont emportée. Le Saint-Empire, qui s'étend du Rhin aux Carpates et de la Baltique à l'Adriatique, est une mosaïque hétéroclite de royaumes, duchés, comtats, principautés, margraviats, fiefs, villes libres et terres d'église. Or, depuis le séisme de la Réforme, initié par Luther, de profondes divisions religieuses aggravent le morcellement politique allemand. La bataille de la Montagne Blanche a-t-elle sonné le glas des conflits religieux en consacrant la déroute de l'Union évangélique? Certains veulent le croire. L'empereur et le catholicisme triomphent, et l'on ne donne pas cher des derniers régiments protestants qui font retraite en hâte vers le Palatinat rhénan. Mais de tout cela, le dragon n'accure, et sur son piton rocheux, il s'anime enfin. Ces lents et puissants mouvements de colosse engourdi font écrouler son manteau de neige quand il se redresse. Alors, comme triomphant, il écarte ses ailes, restées criblées par un feu de coulevrine n'essuyé naguère. Cou tendu, tête levée, poitrail en avant, il adresse au ciel un cri que les plaintes du vent peinent à étouffer. C'est un cri terrible, sauvage et rauque, qui semble résonner depuis les profondeurs d'une caverne, le cri d'un vieux mâle hurlant au monde qu'il est maître en ce domaine. Puis, le dragon replie ses ailes et penche la tête vers cette ville qui l'indiffère, mais lui appartient pourtant, parce qu'elle est sur son territoire. Loin, en contrebas, Willstatt n'est qu'une tache sombre et vague sous le déluge de neige, seulement indiquée par quelques feux épars. À tout autre que le dragon, la ville paraîtrait immense, presque monstrueuse, tandis qu'il ne voit en elle qu'un accident dérisoire en regard de sa propre existence plusieurs fois millénaire. Même les 500 000 âmes qui vivent là sont en définitive trop nombreuses et trop fugaces pour que le dragon les considère. Il les perçoit cependant. Elles s'inscrivent dans son esprit comme autant de points lumineux, des points plus ou moins vifs, plus ou moins grands, et qui persistent plus ou moins longtemps, mais qui toujours finissent par s'éteindre pour être remplacés par d'autres tout aussi fugitifs. La tempête de neige faiblit à présent. Elle cessera d'ici peu. Lâchant prise, le dragon bascule soudain du haut de la falaise. Il tombe à pic vers les eaux agitées de la Rheinsee, entraîné par sa masse énorme, le corps tendu pour mieux fendre l'air, tête la première, les ailes collées à lui. La descente est vertigineuse, impossible. 300 à 400 pieds de chute que le dragon accomplit le temps de quelques battements de cœur. Il a presque rejoint les flots quand ses ailes se déploient dans un grand claquement de cuir. Le plongeon devient alors un vol plané que le dragon prolonge à plaisir au ras des vagues dont les embruns trempent les écailles grisâtres de son ventre. Il file ainsi une longue minute, sans un mouvement, avant d'obliquer vers Willstatt. Vers Willstatt et la myriade de ces petites âmes scintillantes, dont toutes, cependant, ne dorment pas. Chapitre 1er. Frôlant les toits enneigés, la petite fée volait de toute la force de ses ailes de libellule. Haute d'une 12aine de centimètres, légère et gracile,
Elle peinait à aller droit parmi les bourrasques qui la chahutaient et les flocons qui l'aveuglaient. La douce chaleur du halo lumineux qui noyait son corps nu ne suffisait pas à la protéger du froid. Un halo bien pâle d'ailleurs, signe d'une fatigue extrême. Un croassement sinistre retentit dans le tumulte. La fée fut aussitôt traversée par un grand frisson. Le corbeau lancé à ses trousses venait de la retrouver. Elle risqua un regard en arrière, aperçut la silhouette de son poursuivant. Ce n'était malheureusement pas un corbeau ordinaire, plus gros que la normale. Il avait dans les yeux une lueur rouge et cruelle qui trahissait l'emprise de l'ombre. Un début de panique prit la fée, qui redoubla d'efforts. Elle fuyait, le corps à l'horizontale, les bras collés aux flancs, les jambes droites et jointes, sa lourde chevelure acajou touchant ses reins. Elle savait que le corbeau ne renoncerait pas. Elle savait également qu'elle ne trouverait plus très longtemps le salut dans la fuite. Elle devait gagner un refuge au plus vite, au plus tôt. Mais le temps et la lucidité lui manquaient. Les idées se bousculaient dans sa petite tête affolée. Et d'ailleurs, comment chercher? Si l'averse de neige semblait vouloir cesser, l'obscurité empêchait toujours de voir bien loin. Le corbeau l'avait déjà presque rejointe quand il accéléra et fut soudain sur elle. Elle piqua au jugé, échappa in extremis à un claquement de bec meurtrier pour s'engouffrer dans une rue qu'elle suivit au ras de la chaussée. Le corbeau croassa de dépit avant de fondre à sa suite. Lancée comme une bille de lumière dans le défilé étroit des façades obscures, la fée n'était plus capable de penser. Épuisée, terrifiée, elle était à présent guidée par la seule urgence de fuir. Les regards qu'elle lançait de droite et de gauche restaient vains. C'étaient partout les mêmes murs. C'étaient partout les mêmes volets fermés. Partout les mêmes portes closes. Tout à sa peur, la petite fée ne dut qu'à son instinct de faire un brusque écart au moment où le corbeau plongeait sur elle. Il la manqua et reprit de l'altitude avec un nouveau croassement furieux. Sans y songer, elle le suivit des yeux. Ce qu'elle aperçut alors lui valut un regain d'espoir. Droit devant, on devinait comme une arche de pierre enjambant la rue et que dominait un clocheton pointu. D'où elle était, la fée n'en voyait guère plus. Cependant, la perspective de trouver refuge dans le petit beffroi lui insuffla une vigueur nouvelle. Son halo se fit légèrement plus lumineux. Elle redressa son vol en direction du clocheton, s'obligea à encore augmenter l'allure. Le corbeau qui s'en revenait comprit comment sa proie pouvait lui échapper. Il s'élança depuis les hauteurs, croassant de plus belle. Ce ne fut l'affaire que de quelques secondes. La fée filait en direction de l'arche, le corbeau piqué pour l'intercepter. À une vitesse folle, tous deux convergeaient vers le clocheton et son étroite fenêtre en ogive. C'était presque une meurtrière, et si la fée arrivait la première, elle pourrait s'y cacher. Mais 10 immenses mètres la séparaient encore de son but, et le vent soufflait désormais contre elle. Les larmes aux yeux, elle redoubla d'efforts. Les 10 mètres devinrent 9, puis 8. Elle jeta un bref coup d'œil en l'air, vit le corbeau qui gagnait du terrain. 7, 6, 5 mètres. Elle découvrit alors avec horreur qu'un treillis de fer protégeait la fenêtre. Pourtant, tout allait trop vite. Impossible de changer de cap. 4, non, 3 mètres restaient à franchir. Le treillis serait-il assez large pour lui permettre de passer? Elle n'était déjà plus qu'à 2 mètres de le savoir. Elle consuma ses dernières forces et touchait au but lorsqu'elle aperçut le corbeau tout proche, si proche, et qui se précipitait sur elle. Dans un ultime sursaut d'énergie, elle étincela, parut catapultée vers le clocheton, coucha ses ailes, échappa au cerf, traversa la grille comme une flèche et heurta de plein fouet à l'intérieur du beffroi une vieille cloche oubliée. Un misérable bong
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.